Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, on poursuit encore la lecture. Oui, il en reste encore un petit peu. Et là, par contre, je vais normalement te partager deux témoignages. Alors les deux sont du côté médical. Alors il y en a un, c'est un professeur, donc ce sera le deuxième récit et qui est quand même assez long. Et le premier, eh bien, on va découvrir ça ensemble. Et il y a des chiffres pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir des chiffres et qui parlent, même si c'était il y a 40 ans, mais des chiffres qui sont quand même hyper parlants. Alors, le premier, c'est de Bertrand Hochkorn, et ça s'intitule « Le risque médical de la naissance à Pithiviers ». Les détracteurs de la naissance, tels qu'on la pratique à Pithiviers, invoquent le plus souvent comme argument le risque de ce type d'accouchement. Aussi nous a-t-il paru important de comparer l'évolution de la mortalité périnatale en France et à Pithiviers pendant les 20 dernières années. Rappelons que la mortalité périnatale est le nombre de bébés morts après 6 mois de vie utérine, augmenté de ceux qui survivent moins d'une semaine après la naissance. Un récent rapport de l'INSERM remarque une baisse considérable du taux de périnatalité en France depuis 1961. Le rapport attribue cette baisse à la médicalisation croissante de l'accouchement, avec entre autres l'augmentation du nombre de visites pendant la grossesse. 55% des femmes font 7 visites au plus contre 22% en 1972. Alors, juste petit aparté, je rappelle que ce livre donc, date des années 1980, d'accord ? L'utilisation systématique de l'échographie obstétricale, 11,3% des femmes l'utilisaient en 1976 et 81,8% en 1981. La surveillance électronique du rythme cardiaque du bébé pendant le travail par le monitorage et l'augmentation du taux des césariennes, 6,1% en 1972 et 10,9% en 1981, avec des taux de 20% dans les maternités dites de pointe. Alors si on remet ça à l'heure actuelle, on est plus aux alentours des 20%, hein, d'accord, pour les taux de césarienne. Bon, je retourne à mon récit. Cependant, si l'on compare la baisse de ce taux de périnatalité à celle observée à Pithiviers, on est frappé par la décroissance plus rapide du second, en échelle semi-logarithmique. Pourtant, les techniques modernes, citées plus haut, ne sont utilisées à Pithiviers qu'en cas de nécessité et non de manière préventive et systématique. Il faut donc chercher ailleurs la baisse du taux de périnatalité. Étudier pourquoi cette baisse est plus forte à Pithiviers qu'ailleurs, et tout d'abord, il faut se demander si la différence entre le taux de Pithiviers et celui de la France est significative. Pour étudier la validité de la différence de taux, il faut se poser deux questions. La première, purement statistique, est de savoir si le nombre de naissances sur lequel le taux de Pithiviers a été calculé, 10 morts périnatales sur 1402 naissances, soit 7,1 pour 1000, est suffisant. Pour le savoir, on utilisera la loi de Gauss, qui nous donne la base supérieure de l'intervalle de confiance au risque de 2,5% d'erreur. M égale 7,1 fois 10-3 égale 1,96. 0,007 fois 0,993, 1,5 puissance moins 3, soit un résultat inférieur au taux français qui est de 12,3 10-3. Alors, petit aparté, personnellement, je ne comprends rien du tout à ce qui vient d'être dit, d'accord ? Peut-être que ça va parler à des personnes au niveau scientifique, mais voilà, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des chiffres, j'en donne. Je retourne à mon récit. La faiblesse du produit 1402 fois 0,0071 égale 1 rend le résultat imprécis, mais une approximation avec une loi de Poisson de paramètre 10 confirme exactement ce résultat. Donc Poisson, c'est un célèbre mathématicien qui est né à Pithiviers d'ailleurs, tiens. Ceci montre que le taux de mortalité périnatale à Pithiviers est significativement plus faible que le taux français. La deuxième question à se poser est de savoir si la population qui accouche à Pithiviers est comparable au niveau âge et critères socio-économiques à la population française. La question est trop complexe pour pouvoir y répondre sans une étude approfondie et sans doute peu efficiente. Cependant, contrairement à certaines affirmations, ce n'est pas une population à faible risque. Certaines femmes, en effet, viennent à Pithiviers de fort loin pour échapper à une césarienne qu'on leur avait promise ailleurs, à cause d'une naissance par le siège, une césarienne précédente ou pour toute autre raison. Comme nous l'avons dit, la baisse du taux de périnatalité a été obtenue sans introduction de la technologie moderne
et par une suppression presque systématique de l'aide pharmacologique et des forceps. Aussi, l'évolution obtenue s'explique-t-elle par deux groupes de causes? Les premières sont générales. La loi sur l'IVG en 1974 et la généralisation de la contraception dans les années 1970 ont permis aux couples de programmer les naissances et d'éviter les grossesses trop précoces, trop tardives ou liées à des conditions psychologiques difficiles. Les secondes sont spécifiques à Pithiviers et c'est sans doute le plus instructif. Ici, en effet, la baisse du risque a été obtenue par un changement d'attitude du personnel médical vis-à-vis des femmes et des couples et par une meilleure compréhension de la physiologie. Il est désolant de constater qu'un institut aussi sérieux que l'INSERM se réjouisse de l'augmentation du nombre des césariennes, par exemple, quand on sait l'importance des contacts entre la mère et l'enfant, dès les premiers instants de la vie, pour favoriser le processus d'attachement et ses conséquences de plus en plus reconnues, surtout le développement affectif et psychologique de l'individu. À Pithiviers, le risque au sens médical du terme est l'un des plus bas de France. Mais la faiblesse du risque psychologique de la naissance, dont les études récentes ont révélé l'importance, est certainement la plus grande réussite de cette maternité. Sur les 1402 naissances à la maternité de Pithiviers entre le 1er janvier 1982 et le 30 juin 1983, mort périnatale 10, soit 7,1 pour 1000, est égal à 0,71%. Césarienne 33, soit 6,6%. Césarienne sur des femmes n'en ayant pas eu encore. 70 sur 1336, soit 5,2%. Césarienne sur des femmes déjà césarisées, 23 sur 46, soit 50%. Délivrance artificielle du placenta, 13, soit 0,9%. Ventouse, 73, soit 5,2%. Épisiotomie, 84, soit 6%. Transfert en pédiatrie, 22, soit 1,6%. En aucun cas, la démarche du docteur Audin à la maternité de Pithiviers n'a été dictée par un souci d'économie. Il s'avère cependant qu'un bébé, de sa conception à la sortie de l'hôpital après sa naissance, coûte environ 6 500 francs de moins à la sécurité sociale que dans les conditions classiques de naissance. Je vous laisse ramener ça en euros, d'accord ? Cette économie ne s'effectue pas seulement sur une différence de coût hospitalier, mais également sur tout le suivi de la grossesse. Elle est réalisée, il faut le dire, avec une sécurité au moins égale à celle qu'on rencontre ailleurs, puisque les taux de mortalité et de morbidité prénatale sont inférieurs aux taux nationaux, et que la mortalité maternelle y est nulle sur les 10 000 derniers accouchements. Ces économies sont dues à une conception différente de la médicalisation de la grossesse, du rapport à la technique, de la prise de responsabilité commune du médecin, des sages-femmes et du couple durant la grossesse et l'accouchement. On a assisté, au cours de ces dernières années, à une augmentation constante de la consommation de médicaments pendant la grossesse, bêta-mimétiques, progestérone, etc. Leur innocuité est-elle vraiment prouvée? L'usage systématique de l'échographie a-t-elle un véritable intérêt médical? Ou trouve-t-elle sa justification dans l'amortissement d'appareils coûteux? Ces prétendus progrès vont de pair avec une augmentation des grossesses dites pathologiques. De plus en plus de femmes sont alitées, voire hospitalisées durant la grossesse, et des naissances dites à risque. L'usage systématique du monitorage et des perfusions gêne la femme et perturbe la sérénité de l'accouchement. Faut-il y voir un rapport avec l'augmentation du taux de césarienne, plus de 15% en France, et l'utilisation de forceps? À Pithiviers, le taux de césarienne est de 6%, soit moins de la moitié du taux national, bien que beaucoup de femmes viennent spécialement là, parce qu'ailleurs, la césarienne était de toute façon prévue. La préparation psychologique à l'accouchement se fait à Pithiviers par une réunion d'information organisée par le médecin, suivie d'une visite des lieux. Des discussions à bâtons rompus avec d'autres usagers de la maternité et des groupes de chant. Des séances inspirées par un professeur de yoga. Tout ceci est gratuit. La préparation à l'accouchement psychoprophylactique, sans doute utile ailleurs, est mal adaptée à Pithiviers et l'on encourage à vivre la naissance avec son corps, alors que l'accouchement dit sans douleur cherche plutôt à le nier. La liberté dans la position d'accouchement existe à Pithiviers. La prise en charge du bébé par la mère et surtout l'ambiance de la maternité, qui considère la femme comme un être responsable et non comme une malade, amène la plupart d'entre elles à réduire le temps d'hospitalisation. Pour conclure, on peut remarquer que les 1000 naissances qui ont lieu à Pithiviers chaque année procurent plus de 6 millions de francs d'économie à la sécurité sociale et que si on extrapole aux 800 000 naissances annuelles en France, on arrive à une économie de plus de 5 milliards de francs
soit à peu près le déficit de la sécurité sociale en 1982, qui était de 5,3 milliards de francs. Il semble donc que le gouvernement, dans un but de tolérance aux différentes sensibilités comme dans un but d'économie, encourage par son action de telles expériences, et ceci d'autant plus que la médecine pratiquée à Pithiviers, malgré sa renommée, n'a jamais eu le côté lucratif qu'elle a parfois ailleurs, et qu'elle est la même pour tous. Nous sommes certes bien conscients des limites de cette étude de coût, qui, bien que basée sur une moyenne entre plusieurs types d'hôpitaux, CHU, CHR, hôpitaux départementaux, a parfois un caractère nécessairement approximatif. Cependant, les mêmes différences dans les coûts pourraient s'observer en considérant les coûts causés à l'hôpital, tant du point de vue des investissements en matériel et en locaux que des charges de service. Seulement, ceci exclurait les coûts du suivi de la grossesse. Je pense que déjà, avec ce premier récit, il y a quand même pas mal de choses qui sont toujours d'actualité, peut-être même encore plus à l'heure actuelle, quasiment 40 ans plus tard, hein, et que rien n'a été fait pour que justement tout ceci soit effectivement en place, et qu'effectivement toutes ces réductions du déficit de la sécurité sociale, par exemple, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, bien que pour moi ce ne soit pas le cheval de bataille évidemment de la naissance. Mais bon, comme malheureusement le côté financier parle à beaucoup de personnes et surtout malheureusement à nos dirigeants, peut-être qu'ils arriveraient peut-être un petit peu à comprendre un petit peu plus que oui, avoir des naissances physiologiques, ça permet de faire des économies. Malheureusement, il y a aussi le fait que ça rapporte quand même pas mal d'avoir des naissances pathologiques. Ça rapporte beaucoup. Là, je ne ferai pas de digression, je vous laisse chercher, si vous souhaitez. Mais voilà, juste peut-être se poser la question, pourquoi en quelques décennies, on a autant de naissances pathologiques? Pourquoi en quelques décennies, on a autant de besoins vraiment d'assistance médicale? Est-ce que vraiment toutes ces interventions sont vraiment nécessaires, ou est-ce que toutes ces interventions ont apporté des complications qu'il faut ensuite régler? Du coup, forcément, on sauve la mère et le bébé, mais de choses qui ont été provoquées par trop d'interventions médicales. Voilà, tout ça, ce sont des pistes de réflexion, de questionnement. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux, peut-être, à souhaiter voir un nouveau paradigme de la naissance arriver pour aussi une nouvelle humanité qui naisse dans l'amour et non pas dans la violence, et non pas dans la douleur, et non pas dans la peur, telle que c'est à l'heure actuelle. Là-dessus, c'est pareil. Si tu souhaites en savoir un petit peu plus, j'ai commencé à écrire un post là-dessus. Toujours pareil, pour se poser des questions. Et si tous les humains naissaient dans l'amour, dans le calme, dans la joie, qu'est-ce qui deviendrait plus tard? Certainement pas des personnes agressives, mais certainement des personnes empathiques, bienveillantes. Je pense que tout ça, c'est vraiment important de reprendre la naissance depuis le début. Et comme le dit le docteur Michel Audin, si on veut changer l'humanité, il faut d'abord commencer par changer la façon dont naissent les bébés. Sur ce, je pense que je vais passer du coup au témoignage du professeur Bagro. Donc il y avait un petit encore avant. Donc le titre, c'est Démédicaliser la naissance. Par un professeur quand même. L'auteur de ce texte est médecin, chef de service dans un hôpital universitaire. Sa spécialité est très technique et sans rapport avec l'obstétrique. Néphrologue, il s'occupe en particulier d'hémodialyse artificielle. Le témoignage raconte la difficile évolution d'un scientifique vivant le plus instinctif, le plus archaïque, la naissance. C'est aussi l'expérience d'un médecin qui vit la médecine en utilisateur et, grâce à la naissance, change. Défendre ma vie privée contre mon propre métier. Moi, médecin, ressentir ce métier comme envahissant pour l'individu.
On peut penser que j'aurais dû être particulièrement sensible à la sécurité qu'apporte la technique médicale, et que les accoucheurs de Tours m'étant très proches, j'aurais pu me sentir à l'aise, presque chez moi, aussi bien à la maternité de l'hôpital que dans une des cliniques de la ville. Alors, pourquoi ai-je pris le volant, un matin d'octobre, pour faire 160 km douloureux vers la petite maternité de Pithiviers? J'avais le désir de vivre cette naissance comme une aventure amoureuse. Mais en même temps, je sentais qu'un accident obstétrical me serait intolérable. Et je sais que ces accidents sont en partie imprévisibles. Dans ce dilemme, m'est venue à l'esprit la comparaison entre les risques de l'automobile pris si légèrement avec les enfants derrière, conduire en ayant sommeil, rouler un peu plus vite. La société est très indulgente pour ces risques, alors qu'un risque médical entraîne une grande culpabilité. Bref, à l'époque, j'ai eu l'impression de prendre des risques limités pour une raison qui en valait la peine. C'est ensuite, quand j'ai eu de longs moments pour parcourir les pages du registre de la maternité, que j'ai pu faire les calculs simples qui m'ont prouvé qu'il n'y avait pas plus de complications à Pithiviers qu'ailleurs, et que même, il y en avait moins, m'a-t-il semblé, et de façon probablement non significative. Ma très grande motivation concernant la naissance m'a donné davantage matière à réflexion. C'est un aspect très personnel, mais c'est aussi un phénomène de société dans lequel je me suis trouvée avec beaucoup d'autres. Une nouvelle demande concernant la naissance. En quoi est-elle en contradiction avec la médecine? C'est pourtant bien ainsi que je l'ai ressenti. Ceci peut paraître d'une grande ingratitude vis-à-vis de la médecine. Beaucoup de mères et encore bien davantage de nouveau-nés mouraient avant la médecine moderne. C'est devenu très rare. Il faut quand même que la médecine partage ce mérite avec l'augmentation du niveau de vie et la raréfaction des grossesses. La médecine n'est pas tout dans la santé. En outre, ce qui dans la médecine a transformé radicalement la sécurité de la naissance n'est pas toujours très compliqué. Par exemple, s'assurer dès les premiers instants que rien ne gêne la respiration du nouveau-né est une prévention qui fait peut-être plus que toute la réanimation néonatale. Le lever précoce des mères a rendu rares les phlébites et les embolies. Les antibiotiques ont éloigné la fièvre puerpérale, si redoutable autrefois. Ce sont des apports majeurs de la médecine, mais dans les exemples pris ici, à l'exception des antibiotiques qui sont un traitement des complications, ces moyens efficaces ne nécessitent même pas l'intervention des médecins. C'est un abus de faire croire que, parce que la science a apporté tout cela, il faut prendre en bloc tout ce qu'elle a apporté plus récemment, de beaucoup plus technique, comme si tout devait être aussi bénéfique, d'autant plus bénéfique que plus spectaculaire. Le progrès technique est souvent simplificateur et libérateur. Il ne s'agit pas ici de critiquer la technologie moderne. Les appareils d'hémodialyse, reins artificiels les plus récents sont bien plus confortables et se font mieux oublier que ceux d'il y a 10 ans. Mais l'insuffisance rénale est une maladie, pas la naissance. Et la technologie sophistiquée apporte avec elle la médecine, là où elle gêne ce qu'il y a d'humain. Le rôle du médecin est donc surtout d'effectuer les visites prénatales pour dépister les ennuis prévisibles et de ne pas être loin lors de l'expulsion de façon à pouvoir intervenir en cas de complications inopinées, là où apparaît la pathologie. C'est tout à fait ce que j'ai vécu à Pithiviers. La couveuse et la salle d'opération, le matériel de réanimation étaient invisibles, mais dans les murs. Et Michel Audin, dans l'entrebâillement de la porte, occupait la place habituelle du père, tandis que moi j'occupais celle de l'accoucheur, mais de toute autre manière. En fait, beaucoup d'accoucheurs accepteraient cette formulation. L'accouchement se passe habituellement très bien de l'intervention d'un médecin, dès lors qu'une sage-femme compétente est présente. Mais la possibilité d'accidents graves, tout à fait inopinés, nécessite la disponibilité immédiate de moyens médicaux. Ceci devrait permettre de donner plus d'intimité à la naissance, mais les habitudes sont difficiles à changer, même quand les idées ont évolué. Les choses vont cependant plus loin. Même dans les maternités où existe une certaine libéralité, on rencontre une résistance importante du milieu professionnel sur quelques points précis auxquels les femmes qui témoignent ici accordent de l'importance. Les femmes sont sur table gynécologique, alors que, quand on leur en donne la liberté, beaucoup préfèrent accoucher en position verticale, comme cela s'est toujours fait avant l'intervention des médecins. Le nouveau-né est enlevé assez vite à sa mère, même si on l'a laissé quelques minutes coucher sur elle. Le rasage du pubis, l'épisiotomie systématique, l'accélération du travail peuvent être vécus comme des agressions. Enfin, les femmes qui veulent vivre pleinement leur accouchement préfèrent éviter la césarienne dans toute la mesure du possible. La sage-femme, tout aussi bien que le médecin, peut être un obstacle à ces demandes. C'est en fait la médecine qui s'oppose aux individus à travers ses professionnels. Les arguments médicaux sont-ils fondés sur des habitudes ou scientifiquement démontrés? La recherche médicale, lorsqu'elle n'est pas bridée par des a priori, peut apporter des arguments objectifs,
pour autoriser plus de liberté sur ces différents points. Une femme, un couple ne peuvent pas se sentir libres sous un cialytique. Donc c'est un projecteur puissant utilisé en salle d'opération. Oui, dans une salle obstétricale carrelée. La tendresse et la spontanéité en souffrent. Dans un lieu médical, tout signifie ici tout est régi par un savoir que vous n'avez pas. Obéissez, laissez-nous faire et tout ira bien. Même moi, médecin, j'obéis instinctivement à ces contraintes. À Pithiviers, il a fallu plusieurs heures avant que je me sente libre de marcher avec ma femme dans les couloirs pendant le travail, de retirer ma chemise et mes chaussures, de la tenir dans mes bras. Dans un local médical, il faut que le médecin donne cette liberté, en disant que ce qui est permis de faire. D'ailleurs, invité quelque part, on a besoin d'être mis à l'aise. Le médecin qui donne la liberté donne quand même une liberté à sa manière, qui est finalement une incitation à un certain type de comportement. À Pithiviers, les femmes ont réellement le choix entre la salle d'accouchement traditionnelle, la piscine ou la salle démédicalisée, dite salle sauvage. Michel Audin se montre aussi peu autoritaire que possible et très peu médical, mais il propose sa conception de la naissance, son éthique personnelle. En tant que médecin, j'ai vivement perçu la position de Michel Audin et depuis, j'ai souvent eu l'occasion d'y réfléchir dans ma pratique. Je voudrais que mes patients choisissent eux-mêmes quand plusieurs attitudes sont possibles. Pour moi, c'est par exemple choisir entre différentes techniques de dialyse et la greffe rénale, qui ont des implications très différentes dans la vie quotidienne du patient. Mais ils ont très peu d'éléments de choix, ils sont très influencés par mes préférences personnelles, à mon corps défendant. C'est facile s'il y a des arguments médicaux définitifs. On voudrait bien se retrancher derrière cela. C'est malheureusement très souvent illusoire. En fait, la personnalité du patient tient une place très importante. Et je peux dire que dans mon métier, pourtant très technique, les véritables difficultés sont d'ordre psychologique. Dans le domaine que je connais bien, je vois beaucoup d'abus de l'autorité médicale, dont mes collègues ne sont pas conscients. Par analogie, j'ai finalement discerné les mêmes comportements chez les accoucheurs. J'ai eu 3 enfants avant de connaître Pithiviers et j'ai des contacts professionnels avec des gynécologues. La tentation pour eux comme pour moi est l'autorité rassurante. On attend traditionnellement ce rôle du médecin, qui dit « je sais ce qui est bon pour vous ». Celui qui dit au contraire « je ne sais pas ce qui est bon pour vous, je peux vous aider, mais c'est vous qui pouvez sentir ce qu'il vous faut » est un peu angoissant. Toujours, de moins en moins, et j'en suis heureux. Ils sont malades. Je suis pour eux, par ma personnalité, un médicament qui s'ajoute à mon ordonnance. Il y a en cela beaucoup de bon et un peu de mauvais, comme dans tout médicament. Balin a très bien décrit ce rôle du médecin. Mais dans la naissance, elles ne sont pas malades, et pourtant elles ont un médecin. C'est leur vie au sens large, leur sexualité, et elles font intervenir la médecine, dans la part nocive, n'est pas justifiée par la pathologie. J'ai senti ce qu'éprouvait Michel Audin quand je lui dis « la dilatation progresse lentement, est-ce normal ?» Il a répondu, très peu loquace, avec un sourire énigmatique. « Je ne sais pas. » Gentil, mais frustrant. J'ai très bien compris, nous avons compris, au cri de cette petite angoisse, que c'était notre affaire. Le lecteur est-il capable d'entendre le mot transfert? Dans l'angoisse de la douleur, on est prêt à se faire petit pour demander le soutien de celui qui est supposé savoir. On se fait petit. On en fait un père ou une mère. Certains de mes malades me donnent un peu le rôle d'un père. Si c'est temporairement, c'est peut-être utile. Cela peut les aider le temps qu'ils se reprennent. Je me sens bon père. C'est agréable. Là est le piège. Je pourrais vouloir continuer plus longtemps que le patient n'en a besoin, ou l'imposer à ceux qui ne le veulent pas. Mais si on réfléchit bien, il y a bien des inconvénients pour moi aussi. La relation avec le père ou la mère peuvent être assez compliquées. Elles ont des raisons que la raison ne connaît pas. Un vieux nourrisson n'est pas un patient idéal. J'ai eu l'impression que certaines femmes que j'ai entendues avaient eu besoin d'un père ou d'une mère en accouchant, peut-être pour pouvoir bien accoucher. J'ai vu qu'Audin le sentait, qu'il y avait de l'humour dans son regard quand, sentant qu'il le fallait vraiment, il se prêtait à ce transfert temporaire. Le lecteur opposant dira, comme je l'ai entendu dire à de multiples reprises, « elles sont amoureuses d'Audin, et il prend son pied à les soutenir ». Cette remarque ne tient pas compte du recul que doit avoir le médecin, qui lui permet à la fois d'être conscient de ce qu'il y a de sexuel dans cette situation et de l'accepter dans les limites parfaitement définies. C'est analogue à la position de l'analyste qui contrôle son contre-transfert. Ce que le lecteur opposant souligne, c'est qu'il y a bien quelque chose de sexuel dans la naissance, mais ce qu'il nie, c'est que c'est vrai partout. L'accoucheur est investi d'une fonction qui a quelque chose de sexuel. Mais plus, c'est vrai que pour la médecine en général, d'une façon très refoulée. Il vaut mieux que le médecin en soit conscient, s'il veut contrôler son attitude, c'est-à-dire ne pas faire passer une relation en partie de toute autre nature à travers des actes médicaux techniques.
Le désir d'un médecin peut ainsi se manifester inconsciemment par plus de médecine, un surcroît d'examens compliqués. Hélène demande à l'accoucheur de jouer le rôle du père. Elle ne le souhaitait pas. Moi, encore moins. Audin en a été conscient et n'a pas joué du tout ce rôle, au contraire. Mais j'ai eu le sentiment, qui n'engage que moi, que les femmes que j'ai entendu parler d'une nouvelle naissance démédicalisée ne refusaient pas toutes le soutien d'une personne investie d'une certaine autorité. Et je pense que si ceci est bien compris, c'est bien de répondre à leurs demandes. Je suis certain que des patients tolèrent des actes techniques, même l'hémodialyse, dont au fond ils ne veulent pas, simplement pour avoir à ce prix le soutien affectif du médecin. Ou pire, ils craignent son hostilité, comme le décrit Boris Vian à propos de l'église dans l'enterrement de l'héroïne de l'écume des jours, où l'on craint d'avoir l'hostilité du chuich et du bedon, qui irait jusqu'à donner des coups de pied dans le cercueil si on ne payait pas assez cher. Alors pourquoi ne pas donner ce soutien bien réel dans l'accouchement accroupi où la femme a besoin d'être soutenue, sans la technique? L'accouchement à la maison permet aux couples qui ressentent particulièrement la contrainte médicale d'y échapper. Pourtant, la même sensibilité les rendrait particulièrement vulnérables à une complication inopinée. Ces complications tournent vite au drame. La solution n'est pas simplement la présence d'une sage-femme et la disposition du téléphone du médecin. Il peut falloir l'urgence des moyens de réanimation, ne serait-ce que du sang. Une antenne mobile peut répondre à ces besoins. L'accouchement à domicile est donc possible avec sécurité, là où cette organisation existe. Petit aparté, je ferai un épisode qui parlera de la naissance à la maison, avec ou sans sage-femme. Je referme la parenthèse. Il faut encore remarquer que la sage-femme, dans les structures actuelles, fait partie du monde médical. Elle applique la médecine. Le désir de démédicalisation va plus loin encore. Il est en effet tout à fait probable que la médecine a rejeté toute une expérience féminine de la naissance, de transmission orale très ancienne, comme elle rejette ce que la femme ressent instinctivement comme étant bon pour elle. Ces connaissances ou ces intuitions ne sont pas rationalisées, et elles paraissent suspectes au siècle de la raison. Pourtant, la science médicale est loin d'avoir encore tout expliqué. Et ce qu'il lui reste à découvrir est cependant présent dans la nature. L'arrachianesthésie répond à un autre élément de la nouvelle demande, ne pas souffrir. La médicalisation est alors très accentuée. La moitié inférieure du corps échappe à la femme, tandis que sa moitié supérieure assiste à l'intervention médicale et attend l'enfant. Aucun autre moyen de lutte contre la douleur n'est comparable à l'arrachianesthésie dans son efficacité. La préparation à l'accouchement, le yoga, la relaxation, etc. peuvent éviter la panique et diminuer la douleur dans certains cas. Certaines femmes disent souffrir peu, d'autres souffrent beaucoup, malgré toute la confiance qu'elles ont mise dans ces méthodes. Il y a donc un choix à faire. Si on veut la démédicalisation, il faut accepter la douleur. Dans ce choix, il y a une implication personnelle considérable qui ouvre le chapitre des aspects personnels de la démédicalisation de la naissance. Les femmes, celles que j'ai vues à Pithiviers et dans les réunions ultérieures de notre association d'usagers, qui acceptent de souffrir, le font dans un grand élan vers la vie. Elles acceptent en même temps quelques risques. Un homme pourrait le comprendre par la comparaison avec la passion du sport ou la passion amoureuse. Il lui paraît simplement surprenant, et peut-être d'un niveau inférieur qu'on se passionne pour la naissance. Dans mon métier, il m'arrive souvent de discuter avec une femme atteinte d'une maladie rénale, des risques que comporte pour elle une grossesse. Beaucoup d'entre elles veulent suffisamment un enfant pour accepter de courir ces risques dont elles viennent d'être complètement informées. Ma position médicale n'est pas de prendre la décision à leur place, mais de leur donner les éléments de connaissance qui leur permettent de décider elles-mêmes. En outre, je leur donne mon appui pour le déroulement de la grossesse. La passion de la naissance. La douleur n'est plus subie, le corps se donne. Certaines décrivent avec enthousiasme un accouchement où elles ont perdu tout contrôle. J'ai entendu des femmes parler de ce qu'il y avait d'incontrôlable dans leur douleur, dans des termes qui n'étaient pas sans analogie avec l'orgasme. Non pas un orgasme provoqué ainsi, mais un vécu analogue. Ce langage est profondément choquant pour beaucoup. Nombreux sont les hommes qui éprouvent de la répugnance pour l'accouchement. Cette part de la féminité, on ne peut plus naturelle pourtant, les gêne. Ils préfèrent oublier que leur partenaire sexuel pourrait faire de l'accouchement un acte médical le met à part de la vie quotidienne. L'idée ne viendrait pas de vouloir assister à une intervention chirurgicale sur un proche, voir que le ventre est plein de viscères. À quoi bon? Personnellement, je n'ai même pas voulu rester après le début de l'anesthésie quand on a opéré Julie des végétations. Mais la chirurgie fait de l'individu une chose, tandis que l'accouchement en est une manifestation fondamentale. Il y a donc quelque chose de perverti dans cette assimilation de l'accouchement à une intervention chirurgicale. Une des causes me paraît
pouvoir être un dégoût très archaïque que nous avons de la sexualité de la mère. La nôtre, bien sûr. Mais quand notre partenaire sexuel devient mère, cela doit provoquer des évocations inconscientes. Mes premières expériences personnelles d'étudiant en médecine assistant à un accouchement ont été vécues très différemment. J'ai eu l'impression que la vérité sur la femme éclatait enfin pour moi au grand jour. Ce spectacle brutal, impudique, à mes yeux superbe, est celui de toujours. Que les femmes font l'humanité par leur sexe. Il faut le voir pour le comprendre vraiment, et comprendre en même temps que la féminité, c'est profondément cela. Il n'y a pas que les hommes qui soient choqués quand on parle de l'acceptation de la souffrance dans l'accouchement. Beaucoup de femmes ne comprennent pas qu'on puisse accepter de souffrir en accouchant, puisqu'on peut l'éviter. Tout lyrisme à ce sujet fait suspecter une manipulation masculine, attribuée bien sûr à Michel Audin. Les femmes qui témoignent ici sont à leurs yeux sincères, mais inconsciemment suggestionnées par Michel Audin. Dans des manifestations de niveau national concernant la naissance, j'ai entendu des témoignages analogues de femmes qui n'ont jamais connu Pithiviers. Elles sont probablement une minorité, ces femmes, qui disent accepter volontiers de souffrir pour pouvoir vivre totalement cet acte si archaïque et si fondamental. Elles auraient tort d'essayer de convaincre celles qui en ont peur de façon trop profonde. Bien des femmes font assez peu de cas de la douleur de l'accouchement, même si elle a été intense. D'autres en sont psychologiquement perturbées. Il est probable que le psychisme joue un rôle important dans cette acceptation ou ce refus, et ceci d'une manière tout à fait indépendante de la volonté. C'est au niveau inconscient que se trouve la clé. Quelque chose d'autre se joue au moment de l'accouchement, mais la femme est seule juge, si elle désire vivre pleinement son accouchement. Il est anormal qu'on ne lui en donne pas la liberté. Si au contraire elle sent qu'elle refuse cette épreuve, il est non moins anormal à notre époque qu'elle ne puisse bénéficier d'une rachianesthésie. Je crois que ce choix doit être fondamental au moment où l'on décide de la maternité où aura lieu l'accouchement. La rachianesthésie suppose tout un contexte médical et donc un état d'esprit qui rend impossible dans une équipe le fragile épanouissement de la naissance dont nous témoignons tous ici. Le refus des médecins se présente différemment. La maternité de Pithiviers, sa promesse de libération des contraintes médicales, attire des personnalités de toutes sortes. Il s'en trouve de très opposés à la médecine. Moi qui comprends les limites de la médecine, j'ai écouté ces usagers un peu marginaux. La première apparence est faite de calme et de douceur, mais les affirmations sont péremptoires. Elles se passent de démonstration. On y croit ou on n'y croit pas. La conviction se transmet dans la mesure où elle trouve un écho dans la personnalité de l'interlocuteur. Un écho dans lequel on perçoit souvent la névrose. Il arrive que le prosélytisme et l'agressivité latente fassent apercevoir les racines du fanatisme derrière un langage qui met en avant la défense de l'homme opprimé. Ces comportements ont provoqué de ma part la même réaction que celle de la plupart des médecins, l'horreur de l'obscurantisme. L'erreur des médecins opposants est de généraliser en attribuant ces attitudes à l'ensemble des usagers de la maternité de Pithiviers et même à son équipe de professionnels. Cette petite minorité obscurantiste se rencontre en fait partout où il y a quelque chose de nouveau. Il a été impressionnant pour moi de voir que la réaction des accoucheurs contre Pithiviers prenait souvent un caractère passionnel, avec des arguments non fondés et même invraisemblables, sans aucun effort de vérification. Ce qui fait que j'ai trouvé, chez mes pairs, des traits assez semblables à ce qui m'a tant choqué chez quelques marginaux. Nous, médecins, connaissons ces dangers de l'obscurantisme, car ils menacent nos réunions professionnelles. Si nous arrivons à nous entendre et à faire progresser la connaissance, c'est parce que nous faisons l'effort, dans ces réunions scientifiques, de ne rien avancer qui ne soit fondé sur une démonstration que les interlocuteurs puissent accepter comme irréfutable ou réfuter de façon acceptable par nous. Dès que nous nous éloignons de cette règle, des conflits naissent. Je vois chez ceux qui attaquent la médecine une ignorance complète de ces règles. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils s'isolent par petits groupes de convaincus, incapables de communiquer avec le groupuscule voisin, si ce n'est pour dénigrer la médecine. Il faut ajouter que ce comportement irrationnel est présent à l'état latent chez chacun de nous, scientifiques inclus, et qu'à l'inverse, ceux qui paraissent sérieusement atteints le sont rarement en totalité. Mais il ne faut y pousser personne, car les choses vont très vite dans ce cas. La démarche de la majorité des usagers de la maternité de Pithiviers est tout autre et j'y adhère entièrement. La méthode expérimentale, qui est celle de la science, est relativement sûre, mais lente. Tout ce qui reste à découvrir est encore, par définition, dans le domaine du non prouvé et contient souvent l'essentiel. Un médecin ne peut pas, dans son travail quotidien, se limiter au scientifiquement démontré. Et là, les médecins ont leurs croyances, comme les obscurantistes. Ils se mettent plus facilement d'accord entre eux parce que l'enseignement est assez uniformisé, et surtout
parce qu'ils ont une formation scientifique qui leur permet le doute. Beaucoup de comportements médicaux très quotidiens dans la naissance relèvent de la croyance. Ainsi, le rasage du pubis. Les chirurgiens savent maintenant, car cela a été prouvé, qu'un rasage peut au contraire aggraver le risque de contamination bactérienne, surtout s'il a été fait 2 heures avant l'intervention. Cela paraît pourtant évident qu'il est plus propre d'opérer sur une peau rasée que parmi les poils. Mais il est de la même manière évident à l'homme qui descend dans la rue que la terre est plate. En ce qui concerne le rasage, l'irritation de la peau, un brossage trop vigoureux fait la même chose, fait sortir dans les minutes qui suivent des germes qui se trouvaient en profondeur dans les glandes cutanées. Cette explication, bien que séduisante, ne doit pas suffire à convaincre. Ce qui est scientifique, et a été fait, c'est de mesurer effectivement le nombre de germes et de comparer 2 groupes de patients, l'un rasé et l'autre pas. Les évidences non scientifiques ont des sources suspectes. Le désir de raser a des résonances plus profondes. Notre éducation a créé dans notre esprit une confusion entre sexe et sale, et qu'il est difficile d'extraire de l'inconscient. Un sexe rasé est moins sexuel. L'obstétricien médicalise ainsi le territoire où il va agir pendant l'accouchement. Boris Vian la parodie avec beaucoup d'humour dans L'Arrache-cœur, lorsqu'il décrit le premier acte d'un homme qui se trouve confronté à un accouchement à faire. Il dessine à la peinture blanche un cercle entourant la vulve, localisant ainsi le problème. C'est une manière aussi de mettre de l'ordre. Un ordre purement abstrait ici, et qui ne sert qu'à rassurer l'accoucheur de fortune. Le même préjugé fait croire que le nouveau-né peut être infecté par les microbes de la mère, au moment où il franchit la vulve, ou après, quand sa mère a avec lui les premiers contacts d'ordre très animal. J'ai assisté à une communication scientifique dans laquelle un bactériologiste rapportait l'étude qu'il avait faite, avec des méthodes irréprochables, sur l'origine des germes prélevés sur des nourrissons infectés. Il dit pour commencer que son hypothèse de travail était que les mères avaient contaminé leurs nourrissons. Il s'attendait donc à trouver les mêmes microbes chez les mères et les enfants. Mais ce qu'il avait trouvé était différent. Les microbes de l'hôpital et pas ceux des mères infectaient les bébés. On voit à ce propos qu'un travail scientifique n'est pas influencé dans ses résultats par les convictions de son auteur. Et comment se fait-il que les nouveau-nés ne se contaminent pas avec les excréments qui souvent sortent de l'anus maternel pendant l'expulsion? L'explication est probablement que sa peau est recouverte d'un enduit protecteur et qu'en outre, sa mère lui a donné des anticorps qu'elle a contre ses propres microbes. Quelle que soit l'explication, le fait est là. Ce sont les microbes de l'hôpital qui provoquent les infections. Quand j'ai fait mon stage d'obstétrique, un soir de garde, il y avait une maghrébine que nous retrouvions accroupie dans un coin de la salle d'opération dès que nous nous éloignions. J'ai aidé à l'attacher sur la table gynécologique. Sur quelle base scientifique? Si les médecins mettent les femmes dans cette position, n'est-ce pas parce que c'est plus confortable pour eux? Si je m'étais questionnée à l'époque, je me serais rassurée en pensant à quel point l'accouchement était souvent dramatique autrefois. En fait, dramatique parce que la césarienne n'était pas ou dangereusement faite. C'est là qu'il y a un merveilleux apport de la médecine moderne. Mais à Pithiviers, où les femmes accouchent le plus souvent en position accroupie, soutenue, il y a moins de 7% de césariennes. Je les ai comptées sur le registre. Et c'est ce que publie Michel Audin. Beaucoup moins qu'ailleurs, plus de 20% aux USA. Pourtant, beaucoup de femmes viennent à Pithiviers parce qu'elles ont eu une césarienne antérieurement. J'ai parlé avec elles. Quand un nouveau médicament est découvert, il arrive qu'il ait existé auparavant sous forme d'une plante utilisée par les guérisseurs. Ceci n'est pas magique. C'est le fruit d'un long tâtonnement avec d'innombrables erreurs, cheminement qui paraît inacceptable de nos jours. Raison de plus pour ne pas le laisser perdre. C'est un lieu commun. Mais n'y aurait-il pas aussi un savoir des femmes, transmis de l'une à l'autre depuis des siècles, ni écrit ni prouvé? Il vaut bien a priori les croyances médicales, là où il n'y a rien de prouvé. La médecine peut le faire disparaître. Mais notre époque pourrait aussi recueillir ce savoir de la bouche même des femmes, réunir toute cette information, puis s'en servir comme d'une base totalement nouvelle, peut-être en contradiction avec tout ce que les médecins considèrent comme acquis. Une base qui servira à formuler des hypothèses que l'on pourrait ensuite tester scientifiquement. C'est ainsi que procède habituellement la recherche. Et chaque fois, les passions naissent contre les recherches radicalement nouvelles. Parce que l'un des critères instinctifs des médecins pour accepter ou non une nouvelle connaissance est qu'elle cadre confortablement avec ce qu'ils savent déjà et que toute la confrérie reconnaît. Paul Claudel l'illustre avec humour dans Le soulier de satin, à propos de la découverte de Galilée, en faisant dire à un personnage qu'il faudrait promulguer des lois qui protègent les idées acquises. Il y a d'autres raisons au refus des médecins devant les nouvelles revendications des femmes concernant la naissance. Leur désir de travailler. Hospitaliers, salariés ou privés, ils aiment la médecine et tendent à étendre sans cesse la place qu'elle tient dans la société. Cette place ne peut pourtant pas grandir indéfiniment, sans que ce soit au détriment du reste. L'aspect financier commence à être bien connu. S'il n'y avait pas cette limitation
On en verrait bientôt grandir une autre, l'oppression des individus. Comme la modernité, comme l'automobile, la médecine sert et opprime à la fois. Il y a une posologie à trouver. Pour la naissance, une posologie modérée est recommandée. Chacun, malade ou bien portant, est complice des médecins. L'essence même de la fascination qu'exerce la médecine est probablement l'ordre qu'elle met dans les choses. Jean Clavreul l'a décrit dans l'ordre médical. Lorsqu'un malade se présente à la consultation, ce qu'il ressent, ce qu'il dit est obscur, angoissant. À la fin de la consultation, tout est en ordre. Les malaises s'organisent en une maladie, qui a un nom, et l'ordonnance propose une conduite qui s'inclut dans l'organisation de la vie quotidienne. Tout ceci peut être expliqué. Il y correspond un savoir reconnu de tous et inscrit dans des livres. Cet ordre rassure, mais il entre dans les maisons, et il n'est pas toujours en accord avec le cœur, la nature ou ce que le patient pense bon pour lui. Et puis l'ordre, c'est toujours un peu facho. Il ne faut pas que cet ordre nécessaire et bénéfique à beaucoup d'égards existe pour lui-même. Une pointe d'humour est nécessaire. Faut-il domestiquer la naissance? La crainte du charlatanisme, si la naissance devenait une mode, si elle échappait à la médecine. On peut se demander si elle n'apparaîtrait pas toutes sortes d'institutions ne présentant aucune garantie, les unes très bonnes et certaines très mauvaises. Les accoucheurs sont presque tous des hommes. On discerne parfois clairement chez eux, comme chez beaucoup d'hommes, l'idée inconsciente que la mère est dangereuse. C'est une crainte que nous gardons de notre petite enfance et qui apparaît souvent aux spécialistes de l'inconscient. Un psychanalyste dirait que s'il est difficile et parfois dangereux pour un homme de voir une femme devenir mère, c'est parce que si l'Oedipe est mal résolu, la peur de l'inceste et son interdit est réveillée par ce spectacle qui n'est certainement pas anodin. Il pourrait y avoir au contraire le préjugé que la mère est bonne pour l'enfant, d'une manière qui est inscrite dans le fonctionnement de l'humanité. Les deux sentiments, celui de la bonne mère et celui de la mauvaise mère, coexistent en fait de façon contradictoire mais absolument normale dans l'esprit. Celui de la bonne mère est privilégié dans l'esprit des usagers de la maternité de Pithiviers. En attendant que les hommes deviennent tous bien clairs sur ce sujet, mettons que la naissance est une affaire de femmes et dont nous pouvons approcher avec respect, éventuellement, une prudente passion. Voilà, je pense que ce soir c'était quand même quelque chose de très intense aussi, de la part donc de personnes qui sont du monde médical. Ça parle d'eux-mêmes, voilà. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles, laisser faire son chemin. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain récit. Et là, ce sera donc un père et pédiatre à la maternité de Pithiviers. Et puis ensuite, je ne sais pas, on verra bien si j'ai la possibilité de lire une autre. Il me semble que si. Ce sera avec une sage-femme également. Belle soirée et à très vite.